Et salut tout le monde! Ce soir, c'est la deuxième de Cryptid, l'émission de l'étrange, du bizarre et de l'insolite. Alors ce soir, je me trouve avec Thomas. Salut Thomas, ça va? Ça va, pour cette deuxième émission, ça devrait être pas mal aussi. Alors ce soir, on va parler de nouveau de deux sujets. Thomas va commencer par le sien. Alors Thomas, ça va être sur quoi le tien? Je décide de me lancer dans l'exorcisme. Alors moi, pour ma part, je vais vous parler de la mort plus que mystérieuse d'Elisa Lam. Je commence, tu commences? T'as commencé la dernière fois, je vais prendre la parole. On va commencer comme ça. Ok. Bon, moi je vais du coup commencer par vous présenter l'affaire des démons de Loudun. Loudun qui est un village français. Donc c'est une affaire qui prend place en 1630 sous la direction du cardinal de Richelieu. Richelieu, tout le monde connaît normalement, et pas besoin de refaire un point dessus. Et cette enquête, c'est tout ça, tout simplement autour de plusieurs sœurs qui vivent dans un couvent, donc des sœurs Ursulines, qui sont justement sous la direction d'un grand prêtre, qui sera le bien nommé Urbain Grandier, donc le prêtre qui gère justement la ville de Loudun. Et tout simplement, est-ce que tu sais ce qui va se passer en 1630? Je sais pas, mais tu vas vite me le dire, je pense. Ouais. Eh bien, si je fais le calcul 14, 17, ouais, donc les 17 sœurs, justement, Ursulines, vont être toutes les 17 possédées justement par un démon. Enfin, pas plusieurs démons, du coup, vu qu'il y aura un exorcisme sur toutes celles-ci. Et ça va tout simplement commencer justement en 1630, où les trois premières sœurs, justement, donc en pleine nuit, vont être réveillées par justement des paroles et des pas dans leur couvent. Et elles vont se rendre compte tout simplement que le fantôme qui déambule dans leur couvent, c'est tout simplement une des personnes qui s'occupait justement des messes avec elles, et qui était morte quelques semaines avant. Donc, Ah, pas de chance, il parle à plusieurs des sœurs, il essaie de leur offrir un livre et en plus de ça de les faire signer justement plusieurs papiers. Les sœurs, bien évidemment, elles refusent, elles y voient pas d'un bon oeil le fait de signer des documents qui viennent d'un fantôme, ni même d'accepter des livres qui viennent d'un fantôme, plutôt normal. plutôt judicieux. Et en fait, ces sœurs-là, du coup, elles vont partir du coup cette nuit-là, mais elles vont rester au sein du couvent. Le truc, c'est qu'en fait, au fur et à mesure des jours, ça va empirer, vu que du coup, au mois de septembre, donc à peu près 4 jours justement après l'apparition, les sœurs du couvent vont tout simplement voir une boule noire traverser leur réfectoire. Donc pendant qu'elles mangent et qu'elles justement font, comme toutes les sœurs, normalement, ils récitent justement quelques passages de la Bible au tout début, ou même pendant justement le repas. Et là, il y a une boule noire qui va traverser le réfectoire. Et une journée après, est-ce que tu sais ce qui va se passer pendant la messe? Je sais pas. Les 14 autres, du coup, sœurs, donc les 14 autres qui n'ont pas vu justement le fantôme, elles vont être prises de convulsions. Euh, Elles vont du coup faire des grimaces, insulter Dieu et faire tout ce qui est blasphème, etc. Il y en a même une dans les documents qui dit qu'elle a recraché l'hostie. Donc Ah, généralement, c'est pas des bons signes à ce moment-là. Donc là, à ce moment-là, on sait les 17 sœurs, les 17 sœurs qui sont à l'intérieur du couvent, elles ont concrètement un problème. À ce moment-là, les autorités, elles vont être un petit peu alertées. On va commencer justement à enquêter un petit peu dessus, on se rend compte que les sœurs déjà de base ont arrêté de s'alimenter, plusieurs d'entre elles courent nues sur les toits du couvent, d'autres plutôt à l'extérieur du couvent, surtout dans les parcs et aux alentours. On dit même, certaines personnes on dit même qu'ils s'accrochent aux arbres, qui montent justement aux habitations et choses comme ça. Et dans toutes justement ces crises, il va y avoir un nom qui va ressortir, c'est celui de Urbain Grandier, donc le prêtre qui s'occupait justement du couvent et qui gère un petit peu toutes les affaires religieuses justement dans la région. Et cette personne-là, en fait, une fois que la chose va un petit peu se calmer, suite à l'exorcisme, on va un peu se rendre compte que du coup, il y a eu des affaires d'attouchement et un petit peu des trucs bizarres avec lui. Et il y a même une des sœurs justement qui a un peu, donc pendant ces moments de calme, a parlé et a dit que, justement que le prêtre les avait ensorcelés et qu'il aurait offert à d'autres religieuses justement donc des roses enchantées. Et justement en reniflant ces fleurs enchantées, donc en humant le parfum, elles auraient justement contracté cette malédiction-là. Et c'était des roses et pas du LSD du coup. Hein. Et justement, donc dans la région, et surtout pour lesquelles les autorités y prêtent tout à fait attention, c'est qu'en France, ce qu'ils appellent justement les possessions qui sont un peu collectives, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu plusieurs justement donc au niveau d'Aix-en-Provence. Il y en aura un petit peu plus tard justement à Louviers et à Auxonne, encore une fois, quelques dizaines d'années après celle-ci. Donc généralement en 1600, les possessions, les rites pour faire pour un alors, peu chasser les démons, il y en aura beaucoup. est-ce que ça viendrait pas du seigle? Parce que je sais qu'il y a beaucoup Si, d'histoires l'ergot de à ce seigle. niveau-là où c'est ça, l'ergot de seigle. Ouais, c'est que ça qu'on fait du LSD, ouais. Oui, mais c'est ça? Si, peut-être. Mais ils ont dit que c'était des roses enchantées. D'accord, ok. Donc jusqu'à nouvel ordre, ce n'est pas du LSD. D'accord. Donc à ce moment-là, on a déjà deux noms, on a des faits, donc on sait à ce moment-là qu'il y a possibilité en fait
qui soit possédé par des démons, on sait qu'il va falloir faire appel à des exorcistes, et on sait justement que le prêtre qui s'occupe de la région, lui, il est peut-être un peu coupable. Donc dans tout ça, on fait intervenir l'État et l'Église, qui vont justement engager des procédures, et plusieurs exorcistes, pour, attention, la bonne idée, de faire des exorcismes, mais publics. Donc on va tout simplement inviter les gens qui habitent justement Ludin et les régions avoisinantes et même les communes avoisinantes pour tout simplement voir les exorcistes en action en plein public. Et ça marchait plutôt bien puisque comme il disait, ça pouvait atteindre quasiment les 10 000 personnes. Et tout ça sur la place de l'église, donc devant l'église justement de Ludin. Ça devait être quand même pas mal impressionnant. Ah, 1600, on s'amuse. Hein. Nous aujourd'hui on a des saltimbanques qui jouent de la musique. Eux ont des exorcismes avec des femmes à poil, c'est très bien. Super. Et l'exorcisme en question va tout simplement durer, pour les plus simples, ça va durer quelques mois, et pour celle qui va prendre le plus de temps, ça va prendre plusieurs années à exorciser justement le mal. Et pour ce qui est justement de notre bon vieux prêtre, lui on va tout simplement chercher, parmi ses affaires, les preuves qui pourraient l'accabler, et notamment justement un pacte avec le diable. Et c'est un peu pareil d'ailleurs pour les bonnes sœurs, on va essayer de chercher un petit peu ce qu'ils appellent donc la marque du diable sur chacune d'entre elles. Donc je sais pas si... Est-ce que tu sais ce que c'est justement la marque du diable au niveau de l'exorcisme? Est-ce que tu sais justement comment ça se reconnaît? Alors là, je sais pas, peut-être se foutre à poil sur un arbre. C'est quand même une bonne marque ça, non? Ouais, mais il y a mieux. En fait, la marque du diable justement dans les termes de l'exorcisme, c'est tout simplement l'emplacement du corps à l'intérieur du... Enfin, auquel justement ils ne sentent plus rien. C'est une zone totalement insensible du corps humain, où on dit justement que tu peux même en fait planter cette zone, il n'y a aucun saignement en fait à cet endroit. Ok, d'accord. C'est quand même plutôt chelou. C'est ça. Donc en fait, ils vont en zone publique, ils vont mettre justement à nu les bonnes sœurs, ils vont tout simplement les raser, et ils vont chercher justement cette marque du diable là, encore une fois, toujours en public, parce qu'on s'amuse toujours plus en public. Et notamment, il y a une des sœurs, justement, du couvent, qui va dire qu'elle sera possédée, justement, par le démon Astaroth. Ce démon-là, c'est le trésorier des enfers. Donc on est quand même sur du bon démon. Donc ça, c'est du démon qui a de la thune. Ouais, lui, il a de la thune. Et en plus, il a une position quand même assez importante aux enfers. C'est pas n'importe qui. Mais l'exorcisme, encore une fois, va plutôt bien se passer. En général, les exorcismes, il y a deux cas de figure. Soit ça se passe très bien et la personne est sauvée, ou soit on la brûle. À l'époque, t'as pas trop le choix. Donc, mais là, globalement, toutes les sœurs vont s'en sortir, même si pour la dernière, ça va prendre énormément de temps. Et pendant ce temps, justement, quand l'exorcisme continue à battre son plein, le roi de France à l'époque, donc Louis XIII, va tout simplement, justement, lui, présider le conseil qui va justement s'acter autour de qu'est-ce qu'on fait de Urbain Grandier, le prêtre qui, justement, a sévi dans cette région-là. Et Urbain Grandier, justement, il va y avoir plusieurs tribunaux qui vont tout simplement travailler autour de son cas, et il sera tout simplement condamné au bûcher. C'est lui, il n'y aura même pas d'exorcisme, en fait, on va retrouver plusieurs documents qui sont signés, et justement qui ont été décrits comme des pactes avec le diable, et justement, il va finir au bûcher. Sauf que pas de chance pour lui, en fait, ils vont décider au final de pas le brûler, ils vont plutôt le torturer en public et l'exécuter après. Et du coup, l'exécution toujours en public devant des dizaines de milliers de personnes, là aussi. Et du coup, possessions qui ont commencé en 1630, elles vont se finir en 1637, avec la dernière personne, qui n'est d'autre que Jeanne des Anges, qui a été la personne dont ça a pris le plus de temps justement à faire l'exorcisme. Ça a commencé avec les Capucins, c'est les Capucins qui ont été les premiers justement à commencer l'exorcisme sur les sœurs, et c'est les Jésuites qui ont dû terminer le travail, parce que du coup les Capucins ne travaillaient plus dans la région. Fini. T'en avais marre. Donc ils leur ont refilé le bébé. J'avais justement le résumé du prêtre qui avait fait l'exorcisme. Donc c'était Jean-Joseph Surin, qui dans ses mémoires justement a précisé justement que le démon lui avait fait des suggestions perverses, que le démon était atteint justement d'obsessions et d'impulsions violentes. Il avait essayé, donc il y avait surtout des sentiments de culpabilité et de damnation de la part justement de Jeanne des Anges. Okay. Mais au fur et à mesure, justement, elle se transformait petit à petit, elle était de plus en plus guérie, même si ça a pris 8 ans. 8 ans. Ça a pris 8 ans. Au fur et à mesure, il décrit justement donc comme Jeanne des Anges qu'elle était devenue très pieuse, qu'au fur et à mesure du temps, elle était devenue même mystique, elle pouvait justement voir et sentir des choses, pour tout simplement passer comme une sainte, et elle a fini justement à la cour du roi, où elle a pu justement montrer un petit peu ses talents et l'envergure justement de ce qu'elle était capable de faire maintenant. Donc un peu de la divination et un petit peu de toutes ces choses-là. Et du coup, la divination, c'est pas considéré comme de la sorcellerie? Si, d'ailleurs, on y reviendra, parce que j'ai fait énormément de sujets, et je voulais commencer par un truc assez sympa au niveau de l'exorcisme. Et pour les prochains épisodes, si t'es d'accord, on va plutôt partir sur du coup l'exorcisme, l'ancien exorcisme et le nouvel exorcisme, celui des temps modernes aujourd'hui. Ah ouais, ça peut être cool. Ouais. Parce que du coup, on va pouvoir voir en fait de quoi ça tient l'exorcisme,
de quels sont les symptômes, de comment on le reconnaît, de qu'est-ce qu'il faut faire, et en fait il y a énormément de changements entre le tout début et la fin. Et donc ça, on le verra dans la prochaine émission. Tout à fait. On va commencer par l'ancien, parce que l'ancien c'est le plus drôle. Thomas qui nous tease. Ah c'est ça, mais j'avais pas déconné quand j'ai dit que là on partait dans l'exorcisme et que j'en avais plein. Vraiment plein. Et du coup, voilà, donc le prêtre qui finit exécuté, qui finit au bûcher justement après qu'on ait vu, en tout cas, ces preuves-là. Alors il faut savoir que des années après, les sœurs ont réfuté, en fait. Elles ont dit que ça avait jamais existé, Ah, qu'elles avaient jamais en fait accusé le prêtre, et qu'il n'y avait pas de preuves. Et on s'est rendu compte qu'en fait, oui, il n'y avait pas de preuves. donc il aurait été écarté pour des raisons politiques ou... C'est ça, parce que le cardinal de Richelieu, en fait, il voulait faire beaucoup de choses en fait dans le développement de la région, et le prêtre s'y est toujours opposé. Ok, Et d'accord. du coup, Richelieu a un peu rebondi sur l'histoire en se disant genre, toi tu vas pas t'en sortir, toi tu vas finir quelque part et ça va pas te plaire. Alors Richelieu Donc, est un sacré personnage. sacré personnage, mais au moins les 17 sœurs, elles, sont en vie et ont pu justement continuer leur vie au couvent, et ça a même très bien fini d'ailleurs pour celle où c'était vraiment en fait le pire cas, donc Jeanne des Anges, qui du coup a eu la reconnaissance royale, et c'est déjà très bien. Et qui a fini sainte. Ah, on dit que son pouvoir était plutôt sain, ouais, mais j'ai pas retrouvé encore si elle avait vraiment été, s'il y a eu quoi que ce soit en fait d'officiel de l'église. Ah d'accord, ok, je pensais qu'elle avait été canonisée. Elle l'a pas été donc. Pas canonisée, mais en tout cas on disait qu'elle... Enfin, on l'a considérée comme sainte vu qu'elle était capable de faire des miracles. Mais j'ai Ok. pas encore cherché si elle a été canonisée ou pas. D'accord. Donc, à voir. Mais ça c'était pour justement la petite histoire en tout cas de... donc du village de Loudun. Et il y en a beaucoup en fait, vraiment tous ces trucs là où il y a des exorcismes vraiment de masse avec beaucoup de gens qui sont vraiment... contrôlés par des démons ou autres, il y en a quand même pas mal en France, il y en a beaucoup dans d'autres pays aussi, donc ça pourrait être sympa justement de faire une petite revue de temps en temps de ces trucs-là. Que tu nous raconteras à la prochaine émission. Voilà, en sachant que celle-ci c'était la plus gentille. Parce que là on avait vraiment que des petites vieilles à poil qui couraient un peu partout et c'était sympa. Ok, d'accord. Mais souvent, du coup, on peut voir, on peut dire que c'était plus un cas d'hystérie générale ou d'empoisonnement à l'ergot de seigle. Est-ce que ça, c'est Alors, possible? Est-ce que c'est une théorie possible? c'est une théorie qui est la plus admise. En fait, dans l'exorcisme moderne, on voit plus le côté... En fait, on voit autant le côté scientifique que le côté occulte. Ok, Ça veut dire qu'on admet qu'en fait il y a des problèmes psychologiques, on admet qu'il y a des substances qui peuvent en fait engendrer tel et tel problème, mais on admet aussi qu'en fait qu'il y a une part de démon et qu'en fait il y a un petit peu parfois des deux et l'un peut se cacher dans l'autre en fait. d'accord, ok. Mais mais à cette époque-là, soit on te soignait, soit on te soignait pas, mais dans tous les cas c'est soit ça allait mieux, soit tu mourais. Oui, donc à l'époque, c'était obligatoirement le diable ou le démon qui nous possédait. Mais c'est vrai qu'il y a, C'est ça. il y a eu un cas comme ça juste après la Seconde Guerre mondiale, justement dans un petit village de France où il y aurait eu un empoisonnement au seigle, à l'ergot de seigle, Ah oui, et oui tout à fait. on voyait des gens qui se prenaient pour des oiseaux, qui se jetaient du haut de la tour de l'église ou du haut de leur maison, etc. Et faudra qu'on la raconte cette histoire parce que c'est pas mal intéressant. Et du coup, Non elle est cool aussi. on met ça sur le dos de l'ergot de seigle. Les gens étaient devenus complètement hystériques. Et donc ça pourrait être du coup une explication pour ces bonnes sœurs un peu frivoles. Oui, c'est ça. Mais en fait, enfin, l'exorcisme et les explications au niveau des possessions, elles changent beaucoup en fait au fur et à mesure des siècles. Oui, ouais, ok, oui. Euh, Ce qui est normal. c'est ça, parce que autant avant on voyait le miracle et les malédictions un peu partout, autant après on reconnaît en fait les bienfaits de la médecine, mais on est quand même vigilant justement sur certaines choses que la médecine ne peut pas soigner, et inversement, sur les choses que en fait l'exorcisme ne peut pas soigner, mais que la médecine elle peut. Et C'était bien sympathique cette histoire sur les bonnes sœurs. voilà. Mais au moins ce sera un bon départ pour la suite. Parce que maintenant on sait un petit peu ce que ça fait, que ça a vraiment existé ces choses-là, et que voilà. Eh bien, merci Thomas pour cette histoire. Et quant à moi, je vais vous raconter l'histoire mystérieuse du meurtre d'Elisa Lam. Alors, Elisa Lam est une jeune étudiante canadienne de 21 ans qui va rencontrer pas mal de problèmes dans sa vie. Elle souffre notamment de troubles bipolaires et de dépression. Et c'est une fille qui est plutôt solitaire. Elle n'a même presque que ses parents qu'elle contacte tous les jours. Elle rencontre aussi beaucoup de difficultés à l'université et tout ça va la pousser à entreprendre un road trip en Californie dans l'histoire d'aller mieux. Elle part donc en janvier 2013, elle arrive à San Diego et ensuite de San Diego elle décide d'aller à Los Angeles où elle va s'arrêter à l'hôtel Cecil.
Alors, l'hôtel Cécile, c'est vraiment un hôtel particulier et tristement célèbre parce qu'il a abrité plusieurs serial killers comme Richard Ramirez et Jack Hunter Wicker. C'est là aussi que l'on a vu pour la toute dernière fois Elizabeth Short, appelée aussi Dark Dahlia. C'est une jeune femme qui a été retrouvée assassinée et dont on n'a jamais retrouvé le meurtrier. Cet hôtel a été aussi le théâtre de nombreux suicides allant des années 50-60, il y a eu une vague de suicides, une vague de meurtres. C'est un hôtel aussi qui était à la base un hôtel de luxe, mais qui, suite à la crise des années 30, est devenu un hôtel miteux, un hôtel bas de gamme, quoi. Et où l'on rencontrait des gens plutôt douteux. Alors Elisa va aller dans cet hôtel. Alors est-ce qu'elle a choisi d'aller dans cet hôtel suite à sa réputation ou alors juste parce que l'hôtel n'était pas cher? Ça, on ne le saura sûrement jamais. Euh, mais dans tous les cas, elle va prendre une chambre au cinquième étage qu'elle va partager avec deux colocataires. La cohabitation, elle, ne va pas bien se passer et ne va pas durer longtemps, car les colocataires vont rapidement se plaindre du comportement étrange d'Elisa. Ils vont pas donner plus d'explications que ça, et Elisa va donc partir et prendre une chambre seule au quatrième étage. Le 31 janvier 2013, Elisa disparaît, ne donnant plus aucune nouvelle. C'est ses parents qui vont donner l'alerte, inquiets de ne plus recevoir ses appels quotidiens. Et le 6 février, la police de Los Angeles va faire une conférence de presse dans l'espoir de récolter quelques informations, mais sans trop de succès. Ils vont donc le 13 février diffuser une vidéo que vous connaissez sûrement déjà, c'est l'enregistrement d'un ascenseur de l'hôtel. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cet enregistrement est vraiment, vraiment flippant. On y voit Elisa Lam rentrer dans l'ascenseur, appuyer sur tous les boutons et agir comme si elle fuyait quelqu'un ou quelque chose. Elle va ensuite se mettre à faire des gestes qui n'ont pas vraiment de sens et se mettre à parler toute seule. C'est pas la seule chose étrange justement qu'on va voir dans la vidéo. On se demande aussi pourquoi est-ce que le timecode de la vidéo est caché. Pourquoi est-ce qu'on nous le masque. Et surtout, on se demande pourquoi est-ce qu'il y a une coupure à un moment bien précis de la vidéo. Donc après la sortie de cette vidéo, elle va faire complètement le buzz. Elle va être visionnée plus de 3 millions de fois en une seule semaine. Et évidemment, après la sortie de la vidéo, il y a eu une pléthore de nouvelles, de théories. Et selon une de ces théories, elle aurait voyagé dans une autre dimension grâce à l'ascenseur. Et c'est pourquoi justement il y aurait une coupure dans cette vidéo pour justement nous le cacher. Selon une autre théorie, elle serait possédée par un démon Merde, elle aussi. ou alors par les fantômes qui entraient l'hôtel. Il faut savoir que l'hôtel Cécile est dans le top 10 des lieux les plus hantés de Californie. Elle aurait aussi, selon une autre théorie, été assassinée par un employé de l'hôtel, mais là encore, on n'a pas plus de preuves que ça, et toutes ces théories ne vont pas vraiment convaincre la police ou les enquêteurs. Alors quelques jours après la sortie de la vidéo, les clients de l'hôtel vont commencer à se plaindre du goût, mais aussi de la couleur de l'eau. Et là, je pense que vous avez très, très vite deviné là où je vais en venir. Et le 19 février, le service de maintenance monte sur le toit de l'hôtel afin d'inspecter les réservoirs et ils y découvrent le corps nu d'Elisa Lam, avec la majorité de ses vêtements et ses effets personnels dans l'eau. 4 jours plus tard, le médecin légiste affirme que c'est bien elle et qu'elle se serait noyée. Mais l'histoire, elle, ne va pas s'arrêter là, car énormément de personnes ne vont pas croire à la thèse de la noyade et se demandent comment elle aurait pu y accéder au toit, sachant qu'il est nécessaire de monter plusieurs escaliers. Alors, pour arriver sur le toit, j'ai regardé un peu les plans, il faut déjà aller jusqu'au 15e étage, monter un escalier, pouvoir ouvrir la porte, puisque normalement la porte est bloquée, éteindre l'alarme qui prévient justement toute présence sur le toit, monter 2 échelles, puis ensuite ouvrir le réservoir, la porte du réservoir, et là, y sauter. Alors elle se serait dénudée, jeté ses affaires, et elle aurait aussi sauté dans le réservoir. Alors, de là, encore plus de théories vont naître, et certaines sont vraiment troublantes, comme celle qui dit qu'Elisa Lam était victime de la tuberculose et que le D'accord. gouvernement Mais, aurait voulu le cacher. mais ils ont pas exécuté tout le monde quand même, qui était Non, atteint non, de tuberculose. et tu vas voir. Et ce qui est étrange, c'est que le test de dépistage de la tuberculose utilisé dans la région
était le test d'immunosorbent lié à une enzyme. Et devine le nom de cette enzyme? Quoi? C'est encore la faute du seigle? C'est ça? Non, 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 c'est pas la faute du seigle, mais l'enzyme était appelée lame ELISA. Ah! L'enzyme avait le même nom que la jeune fille retrouvée morte. En outre, l'isoniazide est l'antibiotique le plus couramment utilisé chez les patients tuberculeux, ont des effets secondaires qui incluent la confusion et un comportement anormal. Bon, ça concorde. Le dépistage toxicologique de l'âme n'a rien trouvé d'étrange dans son système, mais de nombreuses théories du complot pensent évidemment que les résultats des tests de dépistage de drogue ont été altérés d'une manière ou d'une autre, ce qui aurait pu expliquer le retard considérable de la publication du rapport médico-légal de Los Angeles. Une autre théorie met en lumière les dérangeantes similitudes entre la mort d'Elisa Lam et un film d'horreur appelé Dark Water, sorti en 2005. Le film dépeint non seulement les résidents d'un vieil immeuble hanté se plaignant d'eau sombre au goût nauséabond, et la cause dans les deux cas était une fille en décomposition dans le réservoir d'eau situé sur le toit de l'hôtel. Et si c'était pas assez effrayant comme ça, évidemment, les personnages principaux du film sont une mère nommée Dahlia et sa fille Cecilia. Alors Dahlia, si vous vous souvenez bien de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est exactement le surnom qui était donné à la jeune femme assassinée en 1947 et dont on n'a jamais retrouvé l'assassin. Et Cecilia nous viendrait aussi du nom de l'hôtel, Cecil Hotel. Alors, là aussi, tout comme dans le film, des dysfonctionnements dans l'ascenseur. Donc l'ascenseur ne fonctionne pas. Et on peut voir que la jeune Cecilia parle dans l'ascenseur à voix basse parce que son ami imaginaire était là. Alors, est-ce qu'elle aurait été tuée est-ce que Elisa Lam aurait été tuée par un malade voulant reproduire les mêmes scènes que dans le film? Alors, en tout cas, selon l'autopsie de Elisa Lam, elle n'était ni alcoolisée ni droguée. Pour la police et pour les détectives amateurs, elle n'aurait pas pris de ces antipsychotiques, ce qui aurait chez elle provoqué une grave crise. L'affaire d'Elisa Lam est aujourd'hui classée par la police, même si les théories fusent et que beaucoup de zones d'ombre restent à éclaircir. Après, cette personne-là, elle avait pas de problème, elle était pas mal avec un gang ou un truc comme ça, ou... Ah non, non, enfin, elle avait des problèmes psychologiques. Elle était bipolaire et elle souffrait d'une grave dépression. Mais selon sa famille, elle ne présentait aucun signe de suicide. Elle prenait normalement bien ses médicaments. Selon le médecin légiste, les drogues liées à ces médicaments étaient bien présentes dans son Ouais. corps, donc elle les avait bien prises, sauf justement cet antipsychotique. Donc est-ce que c'est ça qui l'aurait fait péter les plombs et qui l'aurait fait agir comme ça? Parce que dans la vidéo, tu peux voir qu'elle fait un peu n'importe quoi. On croirait qu'elle fuit quelqu'un ou quelque chose. Elle appuie frénétiquement sur tous les boutons de Ouais, l'ascenseur. en fait, elle a l'air complètement perdue, et surtout, elle a l'air d'être poursuivie, en fait, par quelque chose, il semblerait, donc... Et c'est ça. Et mais le truc là qui est troublant, c'est que l'ascenseur ne part pas, il reste bloqué. On voit une coupure dans la vidéo. Pourquoi une coupure dans la vidéo? Est-ce qu'on a essayé de nous cacher quelque chose? On sait pas. Pourquoi est-ce qu'on nous affiche pas l'heure ou la date de la vidéo là aussi? On sait pas pourquoi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la personne qui a retrouvé le corps justement de cette jeune fille dit bien que pour lui, et ça reste son avis, mais pour lui, il est impossible qu'une personne arrive, enfin, surtout qu'une personne qui était en pleine crise réussisse à monter là-haut sans même déclencher l'alarme de sécurité. Parce qu'il y a une alarme là-haut. Donc il faudrait... Non, et Oui. puis je suppose aussi qu'il y a des clés à avoir ou des trucs de sécurité pour ouvrir tout ce qui est conteneur d'eau, tout ça. Ah bah, ça je sais pas, mais après je pense que oui, normalement. Et là, cette jeune fille, donc Elisa Lam, en pleine crise, aurait fait tout ça sans même déclencher l'alarme, et pour une raison que l'on ignore, serait allée dans l'eau. Bon, moi, personnellement, je trouve ça un peu gros. Après, avec les similitudes avec le film, je trouve ça hyper troublant quand même. Les deux filles retrouvées dans le réservoir d'eau, les clients qui se plaignent de l'eau justement nauséabonde, le nom aussi de ces deux personnages qui coïncident avec le nom de l'hôtel et le nom de cette jeune femme qui a été assassinée et dont on n'a jamais retrouvé le meurtrier.
Voilà. Il y a énormément de choses qui coïncident. Je trouve ça troublant. Je trouve ça vraiment bizarre. Le truc aussi qui est vraiment inquiétant, mais bon, là, pour le coup, je pense que c'est vraiment un concours de circonstances, c'est l'enzyme utilisée contre justement la maladie, la tuberculose, qui a le même nom que la jeune fille, donc l'âme Élise. Elisa, pardon. Donc ça, je trouve ça vraiment... Ça, c'est à vérifier, ça. J'ai vérifié, hein, il y a vraiment une enzyme qui s'appelle vraiment l'âme Elisa. Oh merde! Et oui, 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 c'est ça qui est bizarre, c'est justement une maladie qui arrive en même temps que la jeune fille autour de l'hôtel en plus de ça, une enzyme qui en plus de ça a le même nom que cette jeune fille. Il y a énormément de petites théories justement qui gravitent autour de cette grosse théorie. Il y en a même qui disent, bon là j'y crois pas trop et je trouve ça même irrespectueux et c'est pour ça que j'ai pas voulu en parler dans l'histoire principale pour la victime. Il y en a même qui disent que cette personne n'a jamais existé, qu'elle n'est jamais morte et que c'est le gouvernement qui aurait inventé cette personne-là pour que lorsque il tape sur internet Elisa Lam Ah, tombe sur cette affaire-là, plutôt que de plutôt que sur tomber l'enzyme. sur plutôt que de tomber sur l'enzyme et sur justement l'épidémie qui aurait été lancée par le gouvernement dans cette ville. Ah, parce que c'est le gouvernement qui aurait lancé l'épidémie? Alors, le gouvernement aurait lancé l'épidémie dans la ville. Pourquoi ça, la théorie ne l'explique pas. Et de ce fait, pour cacher ça et pour flouder l'information, ils auraient inventé l'histoire d'une jeune fille s'appelant Elisa Lam, qui aurait été assassinée, etc., etc. Et justement, lorsque maintenant on va taper sur internet Lam Elisa, on ne tombe pas du tout sur cette affaire de maladie, d'enzymes, etc., mais on tombe sur cette jeune fille décédée mystérieusement. Tellement de possibilités, en fait. Tellement de possibilités, et c'est pour ça qu'il y a énormément de zones d'ombre dans cette histoire. Pourquoi est-ce que l'ascenseur ne se lance pas? Pourquoi est-ce qu'il y a une coupure dans les vidéos? Un meurtrier dans l'hôtel, ce serait pas mal, hein. Il y a justement une des théories qui dirait que euh, un employé aurait assassiné la jeune fille, mais là, pareil, on n'a aucune preuve de ça. Pareil, des fantômes, les fantômes des anciens serial killers, parce qu'il faut savoir que ces deux serial killers, à chaque fois, et à chaque fois qu'ils avaient assassiné quelqu'un, ils couraient se planquer dans cet hôtel, justement. D'accord. Systématiquement. Et ils finissaient eux aussi dans le conteneur d'eau? Non. Non, 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 non. Non, non, non. Bah, c'est quand même déjà pas mal qui tuaient des gens et qu'ils allaient se réfugier dans l'hôtel, je pense. Donc voilà, c'est vraiment une histoire Bah, mystérieuse, inquiétante, bizarre. c'est un peu intriguant. Bon, c'est vrai qu'après, le cadavre, comme il a été retrouvé il y a longtemps, il n'y a pas moyen vraiment d'avoir des preuves dessus non plus. Alors, le Donc, cadavre a été retrouvé quelques semaines plus tard, justement, enfin, c'est pas sur plusieurs journaux, enfin, ouais, non, c'est mais allé sur une trouver de semaine, je l'ADN ou crois. des choses comme ça, c'est quand même compliqué, quoi. Et donc, le corps était malheureusement pas en très très bon état, parce une personne morte dans de l'eau, voilà, je vous laisse deviner ce que ça donne. Le corps va se putréfier très rapidement, et d'ailleurs, c'est pour ça peut-être que justement le médecin légiste a mis autant de temps pour rendre son rapport. C'est vrai que autant de temps, enfin 4 mois pour rendre un rapport sur une jeune fille anonyme, parce que bah, c'était une madame tout le monde, c'est quand même assez long. Pareil, il n'y a pas eu de test ils appellent ça rape kit, donc le kit du viol, donc qui a été effectué sur la jeune fille. Donc on ne sait pas si elle a été violée. Euh, selon le rapport de certains détectives amateurs, les tests toxicologiques n'auraient pas été menés jusqu'au bout. Et il y a vraiment le fait qu'on n'ait pas de résultats sur le sang qui pense à croire qu'il y avait vraiment eu quelque chose de caché, quoi. Oui, après, si le corps était vraiment abîmé, après, il n'y a peut-être pas moyen de faire ce test-là non plus dessus. Ah oui, après, C'est sûrement ça. comme je dis, on n'est absolument pas médecin légiste, on sait absolument pas ce qui a pu se passer. J'ai lu le rapport médico-légal de cette jeune fille en entier. Euh, En gros, il n'y a aucune marque remarquable sur le corps, à part une trace sur la cuisse, mais bon, ça, elle aurait très bien pu se le faire en essayant justement d'escalader euh, le tonneau d'eau, en essayant d'aller dedans. Il n'y a absolument pas de traces de drogue, d'alcool ni rien. Tout est complet, quoi.
Il y a vraiment, il y a 5-6 pages de rapports qui nommaient rien à part et qui est justement honnête en disant qu'ils n'ont pas pu faire ce test de sang. Donc ils auraient très bien pu le cacher, inventer quelque chose, tu vois. Mais ils l'ont pas fait, ils ont été honnêtes. Ouais, enfin, il y avait pas de preuve du début à la fin, alors le truc de sang aurait rien changé, je pense. C'est ça. Donc voilà. Donc on reste sur un. Pour la police, elle a fait une crise psychotique. Elle s'est noyée. C'est un accident bête. Et il y a quand même ces théories qui gravitent autour, plus ou moins réalistes et plus ou moins tentantes. Voilà. Moi, je reste sur la possession, moi. Ça Ah, reste dans le thème, ça me plaît. ah, la possession est vraiment le truc le moins, mais le moins crédible à mon avis. Ah, même s'il y a eu Surtout énormément pour de quelqu'un décès. surtout pour quelqu'un enfin, qui a déjà un problème psychologique et qui est bipolaire, c'est... Bon, Bah, c'est ça en fait. Encore si ça avait été une personne, entre guillemets, et là je suis désolé pour les personnes bipolaires, mais si ça avait été une personne normale, qu'elle réagisse comme ça encore, ça aurait été vraiment, vraiment bizarre. Mais là, c'était une personne qui était dépressif et bipolaire. Donc vraiment, il suffit de pas prendre ses médicaments et on peut très très rapidement péter un câble. ouais. Tout ce qu'on saura, c'est qu'elle avait mauvais goût au final. Et c'est sur cette très très mauvaise blague qu'on va se quitter. On va se dire à la semaine prochaine. C'est ça, pour plus d'exorcisme. Bisous, bye bye. Ciao.